achats responsables de la région Île-de-France et comment une collectivité peut s'engager, notamment pour développer les entreprises engagées. Donc, nous aurons une intervention de Compass Group. Alors, Monsieur Albertini ne pourra malheureusement peut-être pas venir. Donc, nous aurons Madame Béatrice Menu, qui est directrice achat food, donc alimentaire à Compass Group France. Et nous aurons une intervention de Paul Roudot, qui est gérant et directeur commercial de l'entreprise Les Cargonautes, donc qui est une structure de l'économie sociale et solidaire, et voilà, qui pourra vous présenter à quoi ressemble une structure de l'ESS. Donc, pour introduire, je vais rappeler la semaine des achats socialement et écologiquement responsables. Donc, nous sommes depuis lundi dans cette semaine. L'idée est de présenter différents événements, d'organiser des événements dans toute la France. Donc, pour développer les achats responsables, valoriser ces démarches, que ce soit auprès des collectivités publiques, que ce soit auprès des entreprises. Et elle a été initiée par ESS France, qui est l'entité nationale qui rassemble toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, et notamment les CRES, donc les CRES, les chambres régionales de l'ESS. Et nous, les CRES, au niveau régional, donc il y a une CRES par région, nous sommes là pour organiser et piloter cette semaine à l'échelle de la région. Donc, au niveau national, il y a à peu près 45 événements qui ont été référencés. Je vous invite à aller sur le site La Semaine des ASER. Donc, le lien est là et éventuellement, alors, mon collègue Lucas, si tu veux bien le mettre dans le chat, comme ça, les personnes qui veulent voir les autres événements. Il y aura 2 autres événements cette semaine. Demain matin, il y en aura 2. Et nous avons comme parrain de cette semaine Pierre Pelouzet, qui est médiateur des entreprises, euh, qui connaît très bien Isabelle Guggenheim, qui va intervenir après, et voilà, qui ont développé notamment le label Relations fournisseurs achat responsable. Donc, c'est notre parrain depuis 3 ans. C'est la 3e édition de cette semaine. Les autres années, elles étaient lors du mois de l'ESS qui avait lieu en novembre. Et cette année, elle a pris son envol, son autonomie, et on l'a positionnée cette semaine. Voilà, et en Ile-de-France, donc voilà, il y a 5 événements qui étaient organisés. Alors, avant de commencer les présentations, j'avais fait une petite demande aux personnes qui étaient inscrites pour savoir quelles connaissances elles avaient de l'économie sociale et solidaire et est-ce qu'elles avaient mis en place une démarche d'achat responsable dans leur entreprise. Donc, vous êtes quand même une majorité à avoir mis en place une démarche d'achat responsable dans votre entreprise. Donc, elle sera aussi pour adapter ce qu'on va dire. Mais on voit quand même qu'il y en a encore 17 qui ne l'ont pas fait. Donc, il y a encore du travail à faire. Et je pense que c'est pour ça, notamment, que vous êtes là aujourd'hui. Et sur la connaissance de l'économie sociale et solidaire, donc il y a beaucoup d'écarts, donc des structures qui connaissent très bien et certaines pas du tout. Donc, je vais revenir un petit peu aux bases de l'économie sociale et solidaire pour vous présenter à tout le monde ce que ça recouvre. Donc, voilà, je vais commencer par cette présentation-là. Et j'interviendrai également ensuite pour présenter le lien entre les achats responsables et l'économie sociale et solidaire. Alors, l'économie sociale et solidaire, en fait, l'économie sociale, c'est un mouvement qui existe depuis plus de 2 siècles. Donc, c'est à l'origine des structures qui étaient solidaires, donc ça peut être les premières coopératives, les premières mutuelles, mais son histoire institutionnalisée est assez récente, et c'est la loi relative à l'économie sociale et solidaire en 2014, la loi dite Hamon, qui a institutionnalisé ce mouvement. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auxquels adhèrent des personnes morales de droit privé. Donc, pour qu'une structure puisse répondre aux exigences de cette loi et rentrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire, la structure doit répondre à ces 3 conditions. Avoir un but poursuivi qui est autre que le seul partage des bénéfices, avoir une gouvernance démocratique et avoir une gestion conforme au principe de non-lucrativité ou de lucrativité limitée. Donc voilà, si vous avez, juste pour information, si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans le chat. Mon collègue Lucas les prendra et on pourra y répondre à la fin de chaque intervention. Voilà, si vous voulez que j'éclaire certains points, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, les différents statuts des structures de l'ESS.
Donc, comme je disais historiquement, il y avait donc les coopératives, les mutuelles. On a aussi rentré les associations et les fondations. Et depuis la loi 2014, on a créé le statut de société commerciale de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des sociétés commerciales classiques avec des statuts SA, SARL, qui ont un fonctionnement interne et des activités qui sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Pour qu'une entreprise puisse rentrer dans ce champ, elle doit avoir notifié toute la procédure interne qui rentre dans le champ et les valeurs de l'économie sociale et solidaire dans ses statuts. Vous verrez, je vous ai mis quelques petites photos. À chaque fois, c'est pour illustrer un petit peu la diversité des secteurs d'activité de l'économie sociale et solidaire. Donc, comme je le disais juste avant, ça peut rentrer dans tous les secteurs d'activité euh, en général. Alors, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, nous avons aussi les structures de l'inclusion sociale. Donc, il y a deux types de structures. Les structures de l'insertion par l'activité économique. Donc, c'est toutes les structures qui vont favoriser l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Et les structures adaptées et protégées. Donc, ça, c'est dans le champ du handicap. Donc, les ESAT et les entreprises adaptées qui accueillent des personnes en situation de handicap dans leur activité. Alors, en France, donc je vous donne quelques chiffres un peu pour vous montrer aussi le poids de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça représente 10% de l'emploi salarié français, 2,4% d'emploi. Il y a 209 000 établissements employeurs. Donc, l'économie sociale et solidaire représente, il y a 85% de l'ensemble qui sont des associations. Donc, il y a énormément d'associations. Euh, Car voilà, vous en connaissez tous beaucoup, mais après, il y a énormément aussi d'entreprises, et notamment des entreprises employeuses. Et c'est un secteur assez féminin, car il y a 67% de salariés qui sont des femmes. Alors là, il y a une petite carte à l'échelle nationale pour vous montrer un peu la représentation de l'ESS par région. Donc voilà, plus c'est foncé, plus la part de l'emploi salarié de l'ESS est importante. Et vous pouvez voir que, par exemple, en Île-de-France, il y a voilà, une part relative au secteur général parce qu'il y a énormément d'entreprises privées classiques, mais le nombre d'emplois total dans l'ESS est quand même important. Alors, un petit zoom sur l'Île-de-France. Donc, on a 33 400 établissements ESS, 400 000 emplois, et ça équivaut à 12 emplois et 10,7 ETP en moyenne par établissement. On pareil, une petite cartographie pour vous montrer où la part de l'emploi dans l'ESS est plus importante en fonction des départements de l'Île-de-France. Alors, comme je le disais, les structures de l'ESS sont présentes dans la majorité des secteurs d'activité. Donc là, c'est un petit panorama pour montrer le poids des structures de l'économie sociale et solidaire par grande catégorie, grand secteur. Donc, par exemple, dans l'action sociale, il y a à peu près d'1 million d'emplois, 180 000 emplois dans la santé, 350 000 emplois dans l'enseignement, 25 000 dans l'hébergement et la restauration, 22 000 dans les arts et spectacles. Vous voyez dans l'agriculture, 35 700, 70 600 dans le sport et une grande part aussi dans les banques et assurances. Il faut savoir que il y a les grandes banques coopératives qui font partie de l'économie sociale et solidaire également, qui représentent aussi un gros poids économique dans le monde de l'ESS. Alors, un petit zoom sur les structures de l'inclusion sociale. Donc, pour vous donner, pour rappel, l'inclusion sociale, c'est tout ce qui va être les structures de l'insertion professionnelle, l'insertion par l'activité économique, et les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc là, je vous ai mis les secteurs d'activité où il y a le plus de structures qui travaillent dans ce champ-là. Donc je vais vous les citer rapidement et je pense que voilà, ça pourra aussi vous évoquer peut-être des intérêts en fonction du champ d'activité de vos entreprises. Donc il y a les espaces verts extérieurs, donc un secteur très représenté, médico-social bien sûr, les réparations et dépeinnages, entretien du linge, sécurité et prévention, l'agroalimentaire bien sûr, l'hygiène et la propreté, bâtiments et travaux publics, donc ça,
notamment propreté, bâtiments et travaux publics, sont des secteurs très importants pour les structures de l'insertion. Assistance générale et administrative, prestations informatiques, restauration, ameublement, textile, déco, artisanat, communication, marketing. Il ne faut pas oublier qu'il y a il y a beaucoup de structures et notamment des entreprises qui sont spécialisées dans la communication, dans l'audiovisuel aussi, dans le champ du marketing, de la sous-traitance industrielle, du déménagement, livraison et transport, collecte, traitement des déchets, recyclage, économie circulaire. Je reviendrai sur l'économie circulaire après, mais c'est un champ très important. La culture, divertissement et tourisme, prestations intellectuelles et bien sûr le service à la personne. Alors là, voilà, petit zoom sur les structures de l'ESS et la transition écologique. Donc il y a beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire qui sont historiquement engagées et qui ont au cœur de leur activité la transition écologique. Et notamment, il y a une part importante de structures qui rentrent dans le champ de l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est un terme que vous avez sûrement beaucoup entendu, qui a une vision justement de vision circulaire, c'est-à-dire toutes les choses qui sont fabriquées doivent resservir après, donc tout ce qui va aussi intervenir dans le champ de la gestion des déchets, réutiliser, tout ce qui va être, là on voit sur la droite, il y a des ressourceries, 156 ressourceries, donc ressourceries c'est des structures où on va vendre des objets déjà utilisés. Euh, il va y avoir aussi tout ce qui va être les champs de l'agriculture durable, bien sûr. Donc là, j'ai mis à gauche les principales filières, le réemploi, les réutilisations, réparation, l'agriculture, l'alimentation durable, mobilité logistique propre, le logement et le bâtiment et les énergies durables. Voilà. Alors à ce stade, Lucas, tu me dis si jamais il y a des questions parce que je vois pas du tout si les mains levées. Moi, il n'y Euh, a pas eu de question. Très bien. Donc je continue et je vais vous présenter la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, je voulais d'abord revenir sur ce qu'était l'économie sociale et solidaire avant de vous présenter notre structure, ça sera plus clair comme ça. Donc, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a une par région. Nous, notre objectif, c'est de développer le champ de l'économie sociale et solidaire à l'échelle régionale et de représenter toutes les structures auprès des différents pouvoirs publics, différents acteurs et du grand public. Euh, donc, nos missions sont régies dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire, dite loi Hamon 2014. Et les grandes lignes de nos missions sont la représentation, le développement, observer aussi. Donc, on a un observatoire dans chaque région, un observatoire qui permet d'analyser les statistiques et l'évolution du secteur, informer et sensibiliser. Donc, on a notamment des actions auprès des établissements scolaires, avec Pôle emploi, avec les personnes en situation de demande d'emploi. On accompagne aussi le développement et la structuration des, des réseaux d'accompagnement au niveau régional et la promotion et l'information, bien sûr, sur l'économie sociale et solidaire. Donc, le réseau des CRES, donc, il y en a 18 en France, donc 4 ultramarines. D'ailleurs, il y a un événement dans la Semaine des Azers qui est à Mayotte. Vous pouvez peut-être le suivre même en webinaire si je ne me trompe pas. Les CRES représentent 140 salariés dans les territoires, plus de 700 administrateurs engagés dans la promotion de l'ESS. Et en fait, dans chaque CRES, il y a une centaine d'adhérents, donc nous on a plus de 150 adhérents. Et nos adhérents sont des réseaux d'économie sociale et solidaire euh, par, euh, par, euh, par champ de ESS. Donc par exemple, le réseau des coopératives, le réseau des mutuelles, des associations, des structures de l'insertion, des structures du handicap. Et on a aussi des structures de l'ESS qui viennent adhérer directement pour s'impliquer dans la vie du réseau. Et parmi nos adhérents, d'ailleurs, je tiens à dire, il y a des structures qui font aussi de l'accompagnement aux entreprises pour la mise en relation avec des structures de l'ESS, donc plutôt dans leur champ respectif. Et je peux citer, donc, pour l'insertion, on a le Graphi, on a l'UNEA pour le champ du handicap, on a alors aussi des structures comme REC Innovation qui peut accompagner aussi des structures à se développer et mise en relation avec des entreprises. Les canaux qui ont aussi un service là-dessus, et les petites rivières. Voilà. Donc en fait, nous, en fonction aussi
des demandes qu'on peut avoir des entreprises ou des collectivités. Je vais venir après sur les actions qu'on réalise. On peut travailler avec nos adhérents en fonction des différentes demandes, différents besoins. Donc, voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Et pour y focus sur, on organise aussi donc, le réseau des CRES est chapeauté par ESS France, qui est l'entité nationale de l'économie sociale et solidaire. Et on co-organise ensemble avec ESS France la semaine de l'économie sociale et solidaire qui a lieu en novembre chaque année. Et non, le mois de l'ESS pardon, qui a lieu chaque année. Et la semaine des achats responsables, du coup, qui est actuellement. Alors, au niveau Île-de-France, nos actions pour développer les achats responsables, donc on agit sur plusieurs champs d'action. Donc, on peut accompagner les entreprises dans leur démarche d'achat responsable auprès des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, je reviendrai plus en détail là-dessus après, ça fera l'objet notamment de l'intervention de Compass avec qui on a travaillé. On organise des événements d'affaires pour favoriser la mise en relation des structures de l'ESS avec des acheteurs publics ou privés, notamment ce qu'on appelle des espressos ou des open maps, qui sont des marques un peu d'événements qui sont organisés sur les territoires et qui peuvent permettre des speed meetings pour rencontrer rapidement ces structures. On en organise d'ailleurs deux en fin d'année, en octobre dans le 94 et en novembre à La Défense. On organise aussi des événements de sensibilisation et de formation aux achats responsables et la promotion de l'économie sociale et solidaire avec les collectivités territoriales. Donc, on travaille avec tous les acteurs des collectivités territoriales, notamment par bassin d'emploi. On organise aussi des événements pour favoriser la coopération économique entre les structures de l'ESS et des entreprises classiques, notamment dans le cadre des marchés publics. On a développé une méthodologie qui s'appelle hackathon. Enfin, ce sont des hackathons, donc, des événements qui durent une journée où on fait en sorte que des entreprises de l'ESS s'entraînent ensemble en groupement à répondre avec des structures, des entreprises classiques à des marchés publics. Comme ça, elles se connaissent, elles apprennent à travailler ensemble. Comme ça, lorsque les marchés publics sortent, elles sont en capacité de répondre en groupement. Et en groupement, elles peuvent être plus fortes. Et ça permet aussi de structurer des filières. Et on participe aussi aux actions de la MAX. Donc la MAX, c'est la mission d'appui aux clauses sociales qui est portée par le GIC Maximilien. Donc en fait, c'est le réseau qui organise et qui développe la mission de développement des clauses sociales, notamment auprès des collectivités publiques, pour que les collectivités puissent mettre en place des clauses dans leur marché pour orienter leur marché vers les structures de l'ESS. Ok, donc là, j'ai fini donc la partie économie sociale et solidaire. Maintenant, je vais faire une courte présentation des achats responsables et je laisserai après la main à Madame Guggenheim qui pourra en dire plus sur la démarche à mettre en place dans une entreprise. Donc, les achats responsables, donc je pense que tout le monde a une idée un petit peu de ce que c'est, mais donc la définition, c'est un achat responsable se dit d'un achat de biens ou de services auprès d'un fournisseur ou d'un prestataire sélectionné pour minimiser les impacts environnementaux et sociétaux, favoriser les bonnes pratiques en termes d'éthique et de droits humains. Donc une politique d'achat responsable peut conduire à privilégier des fournisseurs et prestataires de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il englobe les aspects de responsabilité liés aux produits et services qu'on achète, mais aussi aux fournisseurs qui vont intervenir dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, voilà, les achats responsables couvrent à la fois la gouvernance de l'organisation et toutes ces parties-là, donc les droits de l'homme, la relation et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et développement local. Il y a eu une norme qui a été développée en 2017 pour favoriser et donner un petit peu un cadre à cette pratique d'achat responsable, qui est donc la norme 20400. C'est une norme volontaire qui donne les lignes directrices aux organisations donc pour intégrer la responsabilité sociétale dans le processus d'achat, donc qui prolonge la norme ISO 26000 sur la RSE. Donc elle est destinée aux parties prenantes impliquées dans ou impactées par les décisions du processus d'achat. Et donc, elle incite l'acheteur à se poser les bonnes questions sur les risques qu'il y a à ne pas acheter durable ou éthique. Donc, notamment, avoir une vision, ce qui est assez promu par cette norme et par cette démarche, c'est avoir une vision aussi globale de l'achat. C'est-à-dire, si j'achète
demain je sais pas, des vêtements issus d'une entreprise au Bangladesh, peut-être que c'est moins cher, mais peut-être que le coût global de cet achat-là, il va être beaucoup plus important parce qu'il va, voilà, peut-être que sur le prix que va coûter s'il y a une catastrophe comme il y a déjà eu, qui a été connue, le coût humain, le coût en termes d'environnement et tous les coûts indirects, ce qu'on appelle aussi les externalités négatives, ne sont pas forcément prises en considération quand on parle d'achat au sens classique. Alors, pourquoi développer ces achats responsables quand on est une entreprise? Alors, donc bien sûr, pour réduire l'impact environnemental et social de l'organisation, répondre aux objectifs, aux engagements et aux valeurs de l'entreprise. Donc, voilà qu'il y a des entreprises qui sont très ambitieuses sur ce plan, certaines qui sont plus avant-gardistes que d'autres, notamment. Respecter les intérêts de l'ensemble des parties prenantes, maîtriser les risques de la RSE, donc la RSE pour rappel, la responsabilité sociétale des entreprises, et c'est la RSO pour les organisations qui ne sont pas les entreprises, notamment les collectivités, et sécuriser la chaîne d'approvisionnement, répondre aux demandes clients et à leurs exigences en matière de RSE. Donc voilà, on voit qu'il y a de plus en plus de clients qui veulent acheter aussi auprès de fournisseurs qui sont responsables. On l'a vu tout à l'heure que ça va impliquer toute la chaîne d'approvisionnement. Optimiser les coûts et gagner en performance économique, gagner en avantage concurrentiel et se différencier, renforcer sa notation extra-financière et gagner la confiance des investisseurs, encourager le co-développement et capter l'innovation. Et la dernière, c'est répondre aux obligations réglementaires et aux politiques publiques. Donc, je vais faire un focus sur ce point-là, notamment pour vous présenter un peu les évolutions juridiques réglementaires qui ont eu lieu ces dernières années et qui font en sorte que de plus en plus de marchés publics, notamment, sont orientés vers les structures de l'économie sociale et solidaire. Et ça fera un parallèle avec l'intervention de Madame Blanchard de la région de France qui interviendra pour présenter la politique d'une collectivité engagée dans les achats responsables. Donc, il y a eu le SPASER. Donc, le SPASER, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc, en fait, c'est un dispositif qui oblige les collectivités qui ont un montant d'achat qui dépasse annuellement 50 millions d'euros à mettre en place un schéma, donc une ligne directrice des achats socialement et écologiquement responsables et qui va bien sûr impliquer les structures de l'économie sociale et solidaire. La loi EGalim du 30 octobre 2018 qui implique que 50% de produits durables et de qualité, donc 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Et sur l'aspect social, donc le commerce équitable et 50% de produits durables. Ensuite, en 2021, on a eu la loi climat et résilience. Donc l'objectif, c'était objectif de développement durable dans un nouvel article. Donc, conditions d'exécution environnementale obligatoire, critères environnementaux obligatoires. La loi AGEC 2021, donc notamment relative au gaspillage et à l'économie circulaire, donc, que j'ai abordé tout à l'heure. Et la feuille de route nationale PNAD 2022-2025. Donc je pense que même Guggenheim pourra y revenir également après. 100% des contrats de la commande publique notifiés avec au moins une considération environnementale et 30% d'entre eux avec au moins une considération sociale. On voit vraiment une volonté par le législateur d'intégrer de plus en plus, d'orienter de plus en plus les marchés et les pratiques des collectivités à être plus responsables, une dimension sociale et environnementale plus importante dans les marchés. Donc, ce qui va contraindre les entreprises qui veulent répondre à ces marchés à avoir une démarche de plus en plus responsable également. Alors, le terme achat socialement et écologiquement responsable, je reviens dessus parce on a appelé cette semaine la semaine des achats socialement et écologiquement responsables. On a pris ce terme qui vient du SPASER dont j'ai parlé juste avant, donc le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc, on a pris le terme ASER, qui, pour nous, le réseau des CRES et ESS France, est une terminologie intéressante pour intégrer l'aspect social et environnemental des achats responsables. Voilà, j'ai mis quelques lignes pour expliquer qu'il s'agit pour une organisation de mettre en place une démarche d'achat responsable et les structures de l'économie sociale et solidaire répondent pleinement aux enjeux des achats responsables car elles sont présentes dans de très nombreux secteurs d'activité, ont un impact positif sur la société et contribuent à ce qu'on appelle l'intérêt général. Alors, pour mettre en place une démarche d'achat responsable, socialement et écologiquement responsable dans son entreprise,
Donc, il y a plusieurs grandes étapes qu'on a identifiées. Donc, d'abord, faire un diagnostic d'achat économie sociale et solidaire. Est-ce que j'achète déjà, est-ce que j'ai déjà des fournisseurs qui sont de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que j'ai aussi des fournisseurs qui, eux, travaillent beaucoup avec des fournisseurs de l'économie sociale et solidaire? Donc, il y a plusieurs d'engagement. Identifier ensuite les familles d'achats qui peuvent être pertinentes pour développer ces achats ESS. Identifier les structures, après les rencontrer et ensuite établir une démarche partenariale de confiance. Donc, je vais directement présenter aussi, nous, ce qu'on fait, ce qu'on a fait notamment avec l'entreprise Compass pour accompagner les entreprises dans cette démarche-là. Donc, ça répond à cette méthodologie, mais voilà, en 4 temps. Donc, on peut faire un diagnostic des achats d'économie sociale et solidaire par famille d'achat, identification aussi voilà, du coup, des filières pertinentes pour développer les partenariats, faire une formation aussi à l'économie sociale et solidaire. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est aussi d'impliquer les équipes achats, mais aussi des équipes à différents niveaux, pour qu'il y ait une compréhension de ce qu'est l'économie sociale et solidaire et une compréhension des enjeux. Pourquoi ça a un intérêt de travailler avec ces structures et, euh, et quels sont les enjeux. Réalisation d'un sourcing de fournisseurs. Alors, nous, les CRES, on est, comme je disais tout à l'heure, on est les réseaux des structures de l'ESS et on a dans nos adhérents et dans notre réseau l'ensemble des structures de l'ESS. Donc, on peut identifier de manière exhaustive toutes les structures de l'ESS qui pourront répondre aux besoins des entreprises. Et ensuite, la mise en relation. Donc, organisation de rendez-vous ou d'événements, de rencontres avec les structures de l'ESS. Je fais un petit retour d'expérience sur ce qu'on a réalisé avec Compass. Donc, on a fait un accompagnement à Compass Group France dans cette démarche-là. On l'a fait en partenariat avec 5 CRES et piloté par ESS France au niveau national. Donc, en Bretagne, en Grand Est, la région Hauts-de-France, en Île-de-France, bien sûr, et en Occitanie. Donc, la démarche a été la suivante, comme je l'expliquais, réalisation d'un diagnostic, identification des familles d'achat pertinentes, sourcing des structures de l'ESS dans les 5 régions concernées. Donc là, on était bien sûr sur des familles d'achat plus sur l'alimentaire, mais pas que. Aussi sur le non alimentaire, sur des filières sur la gestion des déchets, où ça peut être assez large. Ensuite, on a fait une mise en relation entre les services achats et les structures de l'ESS, notamment lors d'un événement. On a fait une rencontre, on a fait un speed meeting à Paris, donc on voit la photo à droite, qui a permis de rencontrer directement, faire se rencontrer les structures de l'ESS et les services achats. Et ensuite, le groupe Compass a pu faire un référencement des structures ESS pertinentes. Voilà. J'en ai fini pour cette partie. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Lucas, je te laisse me dire. Il n'y a pas eu de questions pour le moment. Ok, très bien. Bon, bah, je laisse la parole à Isabelle Guggenheim, donc conseillère médiateur des entreprises, donc dépendant du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Merci. Je ne vais peut-être pas tout de suite prendre la présentation qui démarre sous vos yeux. D'abord, merci Cédric pour cette présentation très, très, très large. Et vous avez d'ailleurs anticipé sur un certain nombre de points que j'allais aborder. Donc, je vais raccourcir un peu ma présentation pour laisser de la place à tout le monde. Donc, un petit mot d'abord, c'est quoi la médiation des entreprises et qu'est-ce que je fais là? Deux choses. La médiation des entreprises, c'est un service public gratuit du ministère des Finances qui a été créé en 2010 avec pour objectif de vraiment jouer un rôle de médiateur inter-entreprise. Donc, on est saisi par des entreprises qui peuvent avoir des difficultés dans les cas de circonstances, hein, de contrats, de marché, de conditions de paiement, enfin, les difficultés, peut-être que vous connaissez encore mieux que moi. Donc, médiateur saisi par des entreprises de façon confidentielle, neutre, pour essayer de rapprocher les parties, de recréer un dialogue et trouver une sortie positive. Je n'insiste pas là-dessus, vous trouvez tout sur notre site internet, je mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. N'hésitez pas à vous servir de ce service de médiation et vous verrez, il y a 2 onglets pour nous saisir, médiation ou, je ne sais pas comment ça s'appelle, avis, nous on appelle ça sollicitation. Vous pouvez nous saisir pour toutes sortes de demandes, de conseils, y compris sur des dispositifs publics qui ne sont pas forcément très clairs. J'attire votre attention, par exemple, on a fait ce qu'on appelle la checklist énergie, qui est un document actualisé qui vous donne toutes les infos sur les dispositifs de soutien sur cette question-là.
Si je vous fais cette petite introduction, c'est pour faire le lien avec la démarche qu'on appelle RFAR, Relations fournisseurs achats responsables, qui est née aussi très vite à la création de la médiation en tout début des années 2010-2011, dans la même perspective de faciliter les relations entre entreprises. Et là, on est parti d'un sujet qui a évolué avec le temps, mais dans ces relations clients-fournisseurs, avec ce qu'on appelle dans notre jargon les irritants, pour essayer d'avoir un focus, de creuser un petit peu plus ces irritants et d'engager les uns et les autres à trouver des bonnes pratiques qui évitent ces difficultés. Donc ça, c'est la charte, et plus tard le label, je vais vous en parler. Et dernier point, pourquoi je suis là? Parce qu'on a effectivement noué un accord de coopération, de partenariat, ça va faire 3 ans effectivement, entre la médiation des entreprises et ESS France, pour mieux faire connaître en fait nos 2 univers qui sont vraiment pas très éloignés, et donc avoir des focus, des participations croisées à des événements, etc. Donc j'en profite pour remercier Fabrice Lombet, qui je crois n'est pas là, mais c'est grâce à lui qu'on a démarré ces échanges. Donc l'année dernière, dans le cadre du mois de l'ESS, on a pu intervenir un peu comme ici. D'ailleurs, on a déjà intervenu à l'invitation de la CRES Île-de-France, mais on est également intervenu à Marseille, dans les Hauts-de-France. Hier, j'étais à Nancy et demain, je vais à Strasbourg. Donc, à la demande de la CRES Grand Est. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire, je fais un peu avec les mains, même si, voilà, vous les voyez quand même, irriguer un petit peu, faire passer tous ces services qu'on offre, vraiment en tant que service public, pour créer, alors pardon pour le jargon, mais un écosystème plus favorable aux bonnes relations entre tous. Toute cette offre, elle est vraiment conçue, on peut peut-être l'améliorer, mais enfin, elle est conçue pour s'adresser à tout type d'entreprise. En médiation, on constate que les 3/4 des demandes émanent de TPE, PME, de petites structures. Là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pourrais vous les transmettre, Cédric, pour les partager. C'est vraiment, on essaie d'être au plus près des attentes des uns et des autres. Et bien sûr, on se rend compte que pour des structures de petite ou moyenne dimension, quel que soit leur champ d'activité, pardon pour le SS, mais quel que soit leur champ d'activité, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement et qui voilà. Ce travail pédagogique, on l'a complété également, vous le verrez sur le site, tout est accessible et on essaye de faire le plus lisible possible. On a complété ça par des petites plaquettes, documents pédagogiques sur un certain nombre de sujets. On en a fait un notamment, alors je vous le montre, je ne sais pas si vous, voilà, sur la démarche de labellisation RFR des acheteurs publics. Tout ça, c'est en ligne. Ce petit document, il fait 12 pages, il est vraiment très très bien, enfin peut-être 20 pages. Et voilà, j'ai vu dans le public qu'il y avait un certain nombre de collectivités, on y reviendra. C'est quelque chose qui est utile pour qu'on soit collectivité ou entreprise. Il y a beaucoup d'éléments très concrets. On essaye toujours d'avoir une approche concrète, opérationnelle, et merci de nous aider si ce n'est pas le cas. Voilà un peu pour la présentation générale. Alors, pour répondre aux questions que Cédric m'a posées, je vais prendre 2 choses. Donc, la charte, c'est une charte, c'est déclaratif. Elle invite les entreprises signataires à s'engager à adopter des pratiques responsables. Il y a un certain nombre de thèmes, je vous les montrerai un petit peu plus tard. C'est une adhésion, c'est gratuit, c'est intemporel, c'est unilatéral, il n'y a pas d'évaluation, donc c'est vraiment un engagement. En 2010, c'était assez nouveau. Aujourd'hui, vous connaissez un certain nombre de dispositifs d'engagement, mais à l'époque, c'était, je pense, un peu novateur. Ensuite, évidemment, c'est à l'entreprise de la faire vivre, de mobiliser l'ensemble de ces acteurs en interne. Et d'ailleurs, nous sollicitons, et de plus en plus maintenant, il y a encore une réunion ce matin à ce sujet, les entreprises signataires à animer cet engagement avec un pilote de charte, avec des correspondants internes, pour que ce ne soit pas lettre morte et juste déclaratif. Et nous-mêmes, nous réunissons régulièrement chaque année je crois qu'on les appelle les pilotes de la charte, pour, même s'il n'y a pas de contrôle ou de normes, pour engager cette dynamique.
Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on va passer à la suite. Merci. Donc, voilà les engagements. Donc, ils sont sur le site, hein, je ne vais pas tous les reprendre. Peut-être juste un petit focus sur le point 2, relations respectueuses. C'est vraiment un mot auquel on tient. Respect, dialogue, collaboratif, tout ça, c'est des termes que vous connaissez très bien, mais ça fait vraiment partie du contexte qui est vraiment propre à la médiation dans toutes nos actions. Donc la charte, c'est un des piliers quand même de notre activité, mais voilà, c'est un exemple. Donc vous voyez un certain nombre de points, je ne vais pas les reprendre tous, hein, pour ne pas mettre tout le monde en retard. Ça, ce sont les engagements qui sont dans la charte. Ensuite, sur la diapo suivante, les raisons de s'engager. Donc là aussi, Cédric a très bien décrit, chacun avec son vocabulaire, mais enfin finalement, c'est les mêmes angles, hein. Pourquoi s'engager dans une démarche? Là, je vais juste reprendre peut-être les points 2 et 3, donc structurer la démarche d'achat, transformer la pratique achat. Ça, ce sont des choses pour lesquelles on a plein d'exemples très concrets, vous en avez certainement aussi. Voilà, on a souvent un triptyque, hein, on a les achats, on a la finance, on a la gouvernance, bon, puis tout ça ne se parle pas tellement. Donc l'important, c'est vraiment de faire en sorte que la politique achat elle soit intégrée dans l'entreprise et que ça ne soit pas juste chacun dans son coin. De plus en plus, on se rend compte dans le cadre de politique RSE globale que la politique achat, elle fait partie vraiment de la stratégie de l'entreprise et ce n'est pas juste un élément isolé qu'on contrôle d'un point de vue technique. Oui, c'est ça, c'était le troisième pilier que j'oubliais, donc les achats, la finance et la partie technique, mais les trois parties sont vraiment ensemble et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir. Et vous voyez aussi le point 6, embarquer plusieurs directions autour d'un projet fédérateur. Voilà, mais ces points-là sont également ont déjà été présentés par Cédric d'une autre façon, donc je n'y reviens pas. Alors, comment on fait? Comment on fait? C'est la suite. Donc, aujourd'hui, notre travail, il a vraiment été de créer un lien, là aussi je suis avec les mains, mais vraiment de faire en sorte que la signature de la charte, elle soit non pas quelque chose d'autonome, mais une première étape vers la démarche, vers le label. Progressivement, je vais vous amener vers le label. Donc, aujourd'hui, quand on signe la charte, on s'engage à démarrer un parcours. Alors, vous voyez, le titre de ces diapos, c'est Parcours national des achats responsables. C'est vraiment ce qu'on a essayé d'implémenter depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire que tout ça, c'est un cursus, c'est pas juste on réfléchit, on améliore un peu les choses en interne et puis on voit de temps en temps. La signature de la charte, c'est un engagement pour aller plus loin. Alors, on a mis en place un certain nombre d'outils. Effectivement, un questionnaire d'autodiagnostic qui permet de s'interroger sur un certain nombre de sujets, de pratiques, qui sont des éléments clés qui vont amener vers le label. Tout ça, c'est pour vous, hein. Nous, on ne regarde pas, ce n'est pas contrôlé, c'est juste une façon de vous accompagner un peu à distance vers le label. Quand je dis à distance, ce n'est pas que à distance, parce que, bien sûr, ce n'est pas interactif, mais vous pouvez toujours nous contacter à partir de ce que vous aurez vu. Et d'ailleurs, sur un certain nombre de questions, il y a des liens, il y a des ressources. Il y a aussi un autre outil qui comporte, qui est un petit peu en amont des questions fondamentales, comment engager la démarche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait de façon assez récente, et je pense que c'est vraiment pour embarquer le plus possible de structures, que ce soit des donneurs d'ordre ou des entreprises, pour quelles sont les questions à se poser dans un sens ou dans l'autre, comment se mettre en ordre de marche. Donc là, vous avez d'autres éléments. Bon, je ne reviens pas, tout ça est accessible sur notre site internet, et vraiment de façon très, je trouve, en tout cas, on l'améliore en permanence, très pédagogique et opérationnelle. Voilà pour celle-là. Donc la charte, c'est une chose. Je vous ai dit que l'objectif, c'était d'aller plus loin et candidater au label. Donc on a parlé tout à l'heure de la norme ISO 20400, qui est en fait une déclinaison de la norme ISO 26000, plus spécifiquement sur ces achats responsables, dans les normes dans laquelle la médiation des entreprises et le CNA, qui est le Conseil national des achats, ont joué un rôle moteur à l'époque.
le dispositif est gratuit pour le candidat par rapport à la médiation et au CNA, puisque c'est encore une fois un service public. Par contre, il y a un évaluateur qui est un organisme indépendant et qui, lui, va facturer selon ses jours de travail. Mais les évaluateurs, on les connaît, ils sont auditionnés, ils sont agréés par la médiation, donc ils s'inscrivent aussi dans cette démarche responsable. Et bon, on n'a pas de, on n'a rien à leur dire, mais enfin, a priori, ils s'engagent aussi éthiquement, si je puis dire, à rester dans un système d'évaluation dont le coût ne soit pas insupportable pour les candidats. Donc, on est vraiment en dialogue avec ces évaluateurs et là, on est en train d'en agréer de nouveaux parce qu'on a les demandes augmentent rapidement. D'ailleurs, justement, elles augmentent tellement qu'on a plus 79 labellisés, mais maintenant 84. Les labellisés, ils sont très variés. Je vous ai mis une petite description générale. Tout ça est accessible en ligne. Alors, je suis désolée parce qu'on ne sait pas trier les ESS des autres. Vous pouvez reconnaître dans la liste des labellisés des entreprises de l'ESS, mais ce n'est pas un critère qu'on a. Donc, pour les labellisés, on peut le faire visuellement parce qu'il y en a donc un peu plus de 80. Pour les signataires de la charte, qui sont plus de 2400 aujourd'hui, il faut vraiment qu'on réfléchisse, d'ailleurs peut-être avec vous, pour savoir comment trier les chartés par rapport à différents critères qu'on n'avait pas imaginés au tout début. Un petit point, oui, je vais, voilà, on va garder cette diapo. Ce qui est très important, c'est que la démarche, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aux entreprises, mais aux collectivités publiques. Il y a un certain nombre de grands ministères qui sont signataires de la charte, voire qui sont labellisés, et un certain nombre de collectivités publiques qui peuvent être de toute nature, hein, qui peuvent être des communes, des collectivités, enfin, on a quelques exemples aussi, et de plus en plus. Tout ça s'inscrit dans une dynamique qu'on avait lancée il y a maintenant 3 ans, je pense, avec un rapport d'une quarantaine de propositions qu'on avait faites à Olivier Grégoire et qui les a acceptées. Et dans ce rapport, il y avait un certain nombre de choses, des axes de travail en fait, dont le développement du label vers ces donneurs d'ordre que sont les collectivités publiques et qui, c'est ce qu'on souhaite aussi, et pas les seuls, doivent adopter une démarche exemplaire. Donc là, j'ai vu que dans le panel des auditeurs, il y a, je ne sais plus si c'est 12 ou 15% de collectivités. On est à votre disposition hein, pour travailler avec vous, pour répondre à vos attentes et pour vous embarquer aussi dans cette démarche vertueuse qui a vocation vraiment à parler à tout le monde, à toutes les parties prenantes. Parce que ça marche ensemble. Donc ça, je ne vais pas revenir en détail, c'est un peu justement ce que je vous disais, le parcours, comment on fait, on regarde, on fait le questionnaire d'auto-positionnement, on signe la charte, on réfléchit sur un programme, on fait l'auto-évaluation, etc. Donc toutes ces démarches-là sont très organisées, on est toujours une petite équipe à votre disposition, encore une fois, il y a plein de façons de nous saisir, vous verrez sur le site. Voilà, alors je reviens, Cédric gentiment tout à l'heure disait Pierre Pelouzet qui connaît bien Isabelle. En fait, Pierre Pelouzet c'est le médiateur et autour de lui il y a un certain nombre de. On est une équipe pas énorme, mais on est quand même une bonne équipe. Donc il y a une équipe vraiment spécialisée sur le parcours des achats responsables. Je vous donne les noms, comme ça vous les retrouverez plus facilement. Il y a Laurent Denoux, Sophie Dixon, Ludovic Zétian, et moi je suis à. Ça dépend des moments. Quand c'est le mois de l'ESS, je suis un peu plus à mi-temps. Quand à d'autres moments, c'est plutôt tiers-temps. Mais je fais partie de l'équipe achat responsable, justement dans la promotion, les échanges avec l'univers d'économie sociale et solidaire. Et par ailleurs, je fais aussi des médiations, qui est un travail absolument passionnant, pour lequel on est formé à un certain nombre de bonnes pratiques et de techniques. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, dans les questions que m'avait posées Cédric, donc il y avait la norme, le label, autre label. Alors, je fais juste un petit focus là-dessus, puis je laisse la place au suivant. Il y a plusieurs catégories de labels RSE. Il y a des labels vraiment généralistes qui portent sur l'ensemble des sujets RSE.
Bon, vous connaissez le label Lucie, avec lequel on a beaucoup échangé. On a même comparé vraiment de façon très attentive nos référentiels point par point. On a de très bonnes relations avec eux. D'ailleurs, j'oublie toujours son nom, quelqu'un de label Lucie qui est au comité d'attribution du label chez nous. Enfin, on a vraiment des relations très permanentes. Donc ça, c'est un bon exemple de label généraliste. Il y a des labels sectoriels sur des secteurs d'activité et puis des labels thématiques. Donc, finalement, avec le label achat responsable, on se présente un peu comme un label thématique des labels RSE et ça explique bien d'ailleurs l'articulation des deux normes dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc j'espère avoir rattrapé un peu le retard initial, mais on est à votre disposition. Je vais mettre dans le chat l'adresse du site. En fait, c'est sur le site du ministère des Finances, mais si vous cherchez médiateur des entreprises, il y a un opérateur privé qui a essayé de passer devant, mais si vous cherchez médiateur des entreprises, vous regardez bien que vous êtes sur le site Finance et vous y arrivez. Si vous cherchez charte et label achat responsable, vous y arrivez aussi. Et après, n'hésitez pas à regarder attentivement à la fois dans l'onglet charte et label et dans l'onglet publication où vous avez un certain nombre de documents qui se veulent vraiment très opérationnels, notamment pour des entreprises de dimension petite et moyenne. Donc, on espère que ça s'adresse à tous et bien sûr aux entreprises de l'économie sociale et solidaire également. Voilà pour aujourd'hui ma première intervention. Si vous avez des questions, par contre, je devrais vous quitter à 16h15, mais on restera en contact ultérieurement si besoin. Merci. Très bien. Merci beaucoup Isabelle. Et effectivement, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, comme Isabelle doit partir un peu plus tôt. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Clara Blanchard, qui va nous parler de la démarche de la région Île-de-France en faveur des achats responsables. Donc, Clara Blanchard, qui est chargée de mission des entreprises engagées à la région. Bonjour à toutes et à tous. Merci Cédric pour cette introduction. Donc, effectivement, je travaille au sein de la mission économie sociale et solidaire. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas directement au sein de la direction achat de la région, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, même si mon propos se tourne principalement autour de la politique achat de la région Île-de-France et donc plus spécifiquement autour de la démarche achat responsable, la région Île-de-France mène une politique publique d'incitation aux achats responsables. Donc, mon propos va se distinguer en deux parties. Le premier, histoire que vous compreniez un petit peu bien le cadre de pourquoi on a initié cette démarche à la région Île-de-France et qu'est-ce que ça signifie pour nous tout simplement un achat responsable, puisque en général c'est propre à chacun des acteurs, même s'il y avait évidemment un fil rouge, mais en tout cas nous on a essayé de poser une définition assez stricte et partagée. Et dans un second temps, évidemment, les outils qu'on a développés aussi bien en interne qu'en externe, histoire de vous donner encore une fois un peu de visibilité et de retour d'expérience. Donc, Cédric, si tu veux passer la slide, merci beaucoup. Donc, voilà. Pourquoi une politique d'achat socialement responsable? Puisque oui, effectivement, c'est le cœur de notre webinaire d'aujourd'hui, développé par la région Île-de-France. Donc, tout simplement, comme l'a déjà dit Cédric en propos introductif, en partie, hein, ce n'est pas que la seule raison, mais ça relève aussi d'une obligation légale. Voilà, qui a été initiée depuis 2014, en fait, qui impose aux collectivités qui réalisent un montant minimum d'achat de publier un schéma de promotion des achats responsables. Donc voilà, c'est une pratique qu'on initie depuis 2014 et donc qu'on a renouvelée en 2017. Mais au-delà de cette obligation légale, il y a bien d'autres raisons et d'autres intérêts à mener cette démarche. Donc, en tant que région Île-de-France, en fait, on a une compétence qui est celle du développement économique des structures économiques sur le territoire. Et en fait, au-delà des outils classiques de subvention, financement, accompagnement qu'on peut développer, puisque c'est vraiment le cœur de notre mission à la région, en fait, on s'est dit tout simplement que la commande publique était un levier de développement économique et d'aide en fait à nos structures sur le territoire francilien.
Et peut-être pour revenir à une troisième raison qui fait qu'on mène encore une fois une politique ASR, parce que je vais peut-être utiliser la contraction à un moment donné, sinon mon intervention va être longue. En fait, ça relève aussi de nos orientations stratégiques. Donc, comme je vous l'ai présenté en introduction, je fais partie de la mission économie sociale et solidaire de la région Île-de-France. Et on mène en fait une politique de développement économique de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, encore une fois, voilà, on aide ces structures à se développer, à se financer en région Île-de-France parce que voilà, elles font sens pour le territoire, elles accomplissent une mission sociale, etc. Et on s'est dit que, encore une fois, la commande publique et nos propres achats en fait en interne pouvaient faire un effet de levier sur ce type de structure. Donc Cédric, je veux bien que tu passes à l'autre slide pour entrer un petit peu dans le détail de cette politique de développement de l'ESS. Donc, bon, Cédric vous l'a présenté un peu en panorama ce que signifie concrètement l'ESS. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'ESS, en fait, leur cœur d'activité est parfois un prétexte à l'insertion et à l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi. Donc, parfois, des outils de subvention classiques font tout à fait sens parce que voilà, elles ont besoin d'être rentables et d'avoir une pérennité économique comme toutes les autres structures. Néanmoins, l'outil qui peut être le plus pertinent pour ces structures, c'est des marchés, puisqu'en fait, elles ont, comme toute entreprise, elles ont besoin d'avoir de l'activité justement pour inclure ces fameuses personnes éloignées de l'emploi et voilà, et qu'il y a véritablement un travail qui soit associé à ces structures de l'ESS. Donc voilà, c'est pour ça encore une fois qu'on a aidé, en fait, qu'on a essayé de mettre en coordination un peu toute notre politique, à la fois schéma de promotion des achats responsables, compétences de développement économique et stratégie de l'économie sociale et solidaire. Et donc peut-être pour en revenir, Cédric, si tu veux bien, à ce qu'on a défini comme un achat responsable en Île-de-France. Aujourd'hui, on se concentre bien évidemment sur la dimension sociale qui pour nous signifie un achat, un marché doit permettre l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi, mais il y a de multiples définitions et comment dire, de coordination et de connexion en fait entre différents avantages quoi, en termes d'achat responsable. Typiquement, l'achat social local, il est évidemment environnemental puisqu'il permet de limiter notre impact écologique. L'achat social, environnemental, ce qui fait sens, c'est qu'il soit évidemment territorial, puisque nous, encore une fois, Région Île-de-France, on a à cœur que nos achats bénéficient aux entreprises en Île-de-France. Donc voilà, ça va être vraiment, notre focale territoriale va être très importante. Évidemment, la focale éthique avec les risques liés à la probabilité auxquels on fait beaucoup attention dans le cadre de l'attribution de nos marchés. Donc voilà, pour vous donner un petit peu toutes les raisons de ce pourquoi la région a décidé de mener une politique d'achat socialement responsable. Et passons peut-être un peu plus en détail sur les outils. Et d'ailleurs, la région a bénéficié du label RFR pour le clin d'œil à l'intervention précédente. Donc, pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente les marchés régionaux, c'est 900 millions de dépenses annuelles qui bénéficient à plus de 2500 entreprises. Donc voilà, ça en fait de l'activité quand même pour les entreprises du territoire et toujours dans l'optique de se concentrer sur la partie sociale et sur le focus aux structures de l'ESS. Donc, en fait, dans le cadre du renouvellement de notre schéma de promotion des achats responsables, on s'est donné un objectif de 30% de nos marchés qui comprendrait une considération sociale d'ici 2025. Donc, quand on parle de considération sociale, donc, ça peut être l'intégration d'une clause d'insertion, ça peut être l'intégration de critères sociaux, environnementaux sur nos marchés, ça peut être le fait de
réserver un marché spécifiquement à l'ESS. Donc voilà, on est dans une définition un peu large de ce qu'est une considération sociale. Néanmoins, l'objectif est posé, donc ce qui rend la démarche assez enthousiasmante. Et donc, Cédric, je te laisse peut-être rebondir sur comment, au-delà des objectifs, on se donne les moyens concrètement de les atteindre, même si on a déjà eu des beaux résultats sur les années précédentes. Je ne vous cache pas que mener une démarche d'achat socialement responsable, c'est un travail au long cours. Et donc, typiquement, chaque année, en fait, on va faire une gestion prévisionnelle de nos achats. C'est-à-dire, concrètement, on va prendre le listing de tous les marchés qu'on va passer dans l'année et on va identifier un peu dans la dentelle, c'est un travail de fourmi parfois, si certains marchés ou non peuvent correspondre au secteur d'activité de l'ESS et aux capacités en termes de volume des structures de l'ESS présentes sur le territoire. Et donc, en fait, de cette première étape prévision, en découle une deuxième qui est la communication. Et ça, c'est très important pour nous en tant que région de toujours s'adosser aux acteurs pertinents et qui connaissent les structures de l'ESS sur le territoire. Donc, typiquement, c'est une programmation qu'on communique à des acteurs spécialistes tels que le réseau GESAT qui identifie, cartographie les structures qui emploient des personnes en situation de handicap au niveau national. Donc voilà, et qui peut aider dans des programmations achats responsables. On partage également cette programmation avec le Graphi, qui, eux, sont plus un acteur spécialisé dans les entreprises d'insertion. Et il y a également la Max aussi, qui est un acteur sur lequel on s'appuie. Donc voilà, en fait, c'est encore une fois un travail de veille qu'on fait au quotidien parce que voilà, des structures de l'ESS qui existaient il y a 10 ans, il y en a beaucoup d'autres qui sont développées depuis. Donc c'est important de comprendre un peu ce qui existe sur le marché, entre guillemets. Et enfin, en fait, quand on a un peu mieux saisi l'écosystème et les structures qui pouvaient répondre à ces marchés, on choisit de l'outil qui permettront véritablement aux structures de l'ESS de répondre à ces marchés, quoi. Parce que voilà, parfois, ça vaut le coup de faire un marché réservé quand on sait que les structures de l'ESS pourront pleinement en répondre en capacité du marché. Parfois, voilà, il y a d'autres outils qui sont pertinents, les critères ou d'autres. Donc voilà, encore une fois, c'est assez important d'agir dans la dentelle. Et bien sûr, l'étape reporting, puisque voilà, en tant que collectivité, on doit parfois rendre des comptes et c'est important aussi de valoriser ce qu'on fait et les actions qu'on porte au quotidien. Cédric, je veux bien que tu ailles à l'autre slide. Merci beaucoup. Donc, pour vous donner un petit peu de visibilité sur cette démarche qu'on a initiée du coup depuis 2014, donc en moyenne, on est sur 140 heures d'insertion qui sont permis grâce à nos achats région, voilà, en termes d'emploi et en termes d'insertion. Donc voilà, c'est un chiffre, encore une fois, en constante évolution. Et ce qui est intéressant peut-être de vous donner, c'est les derniers marchés régionaux qui ont été attribués aux structures de l'ESS. Typiquement, il y a des marchés qu'on pourrait dire plus classiques, tels que les traiteurs, la restauration, la blanchisserie, etc., qui sont des secteurs assez classiques en termes d'accessibilité au marché. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est des structures qu'on connaît. Néanmoins, en fait, il y a toute une évolution en termes de structure de l'ESS. Et typiquement, on a pu confier plusieurs fois en fait des missions de plateforme téléphonique à des structures de l'ESS et notamment à des personnes en situation de handicap. Donc c'est le cas de notre dernier marché qui a été attribué à la NRH en fait.
qui est une grande association qui emploie des personnes en situation de handicap, où en fait, ils vont faire un peu le premier service, enfin la première communication téléphonique sur la nouvelle mutuelle régionale qui vient d'être créée. Donc voilà, exemple très concret. Autre exemple, c'est qu'on a des surveillants dans les lycées. Enfin voilà, il y a du personnel employé dans les lycées, puisque voilà, c'est une autre compétence régionale, voilà, qui est un marché qui dépend de la région. Et en fait, on a décidé que ce personnel releverait de l'insertion. Donc voilà, c'est l'entreprise Janus qui a bénéficié de ce marché régional encore une fois. Et autre exemple en termes d'appui plus administratif, cette fois-ci, l'APF entreprise a remporter le marché de l'instruction de dossiers. C'est-à-dire que voilà, on étudie beaucoup de dossiers à la région et donc ils vont pouvoir nous être en appui sur l'étude de certains dossiers administratifs. Donc voilà un peu pour le panorama politique interne à la région Île-de-France. Peut-être un retour d'expérience depuis 2017. Ce qui est important, c'est de sensibiliser en permanence les salariés. Puisqu'en fait, on est toutes et tous, chacun acteur des achats responsables. C'est pas que les personnes qui sont au sein de la direction achats responsables, c'est aussi ce qu'on appelle les prescripteurs. Donc voilà, on essaye vraiment de le faire le plus régulièrement possible à la région Île-de-France. Et juste très rapidement, pour cet autre levier dont je vous parlais, je ne savais pas que Mehdi, tu étais là. Bonjour. Euh, Bonjour. autre levier. Ouais, bonjour Mehdi. Si tu veux t'exprimer ou pas? J'ai pas vu ton commentaire. Non, pas du tout. C'était juste pour compléter ce que tu disais sur les marchés réservés. Je Ouais. rappelais juste là les récents marchés de signalétique et d'entretien des vélos. C'est pour ça que je l'ai mis dans le chat. Voilà, je te laisse Ah, ok. continuer. Non, mais très bien que tu puisses rebondir. Je n'avais pas ce marché en tête. Donc, merci beaucoup. Très rapidement, il y a la commande publique, mais il y a évidemment la commande privée qui représente un potentiel formidable en région Île-de-France. Donc voilà, sur lequel en fait on a tout simplement décidé d'avoir une politique, disons, incitative à la mise en place de démarches d'achat responsable, puisque encore une fois, comme on le sait, en termes d'impact carbone, ou d'impact même social, c'est vraiment sur les achats que se concentre l'essentiel d'une potentielle amélioration de l'impact écologique et social des entreprises. Donc, très concrètement, en fait, la région subventionne des entreprises. Et donc, on s'est dit que c'était un très bon levier de les inciter à la mise en place de démarches achats responsables. Donc, c'est vraiment un levier qu'on peut utiliser aussi bien auprès des grands groupes que plus récemment de PME ou de PE, voilà, sur lequel on va vraiment insister sur cet aspect. Donc, nous, on a une vision, en fait, enfin, on a disons, oui, une mission d'accompagnateur et d'accompagnatrice de ces volontés. Donc, très concrètement, on accompagne des acteurs privés dans leur mise en place de démarches d'achat responsable aussi dans l'identification de structures de l'ESS, etc. Donc voilà, encore une fois, entreprises privées, on ne les oublie pas. Et peut-être pour conclure sur une volonté un petit peu collective, mais de toute façon, ça, on est vraiment accord en termes d'action entre la CRES et la région. Ce qui est important, c'est de découvrir les structures de l'ESS sur le territoire. Voilà, ça dépend effectivement de votre spectre, parce que voilà, les grandes entreprises, voilà, on a plus un prisme national ou international en termes d'achat. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'aller au plus local, de rencontrer les acteurs d'un autre département, d'un autre bassin d'emploi. Donc voilà, c'est ce qu'on s'opère à faire le maximum. Et donc voilà, on organise des business meetings
également, voilà, de manière annuelle ou autre. Donc voilà, si je n'hésiterai pas à vous communiquer, enfin dans tous les cas, Cédric a bien nos programmations en tête. Donc voilà, s'il y a de nouvelles actus ou autres, je n'hésiterai pas à vous en faire part ou à minima à Cédric. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre écoute, en espérant que ce témoignage vous aura inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon contact. Et voilà. Merci beaucoup Clara pour cette présentation. Donc effectivement, il y a son adresse mail qui est dans la présentation et je vous enverrai d'ailleurs la présentation suite à ce webinaire, donc vous pourrez contacter nos intervenants. Donc je vais laisser maintenant la parole à Béatrice Menu, donc directrice des achats alimentaires à Compass Group France, qui va voilà, présenter la démarche de Compass dans les achats responsables. Super, merci Cédric. Et effectivement, Edouard Albertini s'excuse, mais il y a eu un impondérable de dernière minute, donc je prends le relais sur cette présentation. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter déjà Compass et de vous resituer qui nous sommes. Donc Compass, c'est un groupe qui est anglais, qui est installé, donc c'est le leader mondial de la restauration sous contrat. On est présent dans 45 pays sur les 5 continents. On représente à peu près 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Notre répartition, elle est pour 60% environ sur l'Amérique du Nord. Pour 25%, c'est la zone Europe, sachant que la France est le deuxième pays européen après l'Angleterre. Et après, il y a une zone qu'on appelle un peu reste du monde, mais effectivement, elle est assez éparpillée entre l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud, mais c'est une zone qui représente quasiment 13% de notre activité. Pour redonner peut-être quelques chiffres, en tout cas sur la partie mondiale, et peut-être quelques ordres de grandeur, ce qui est important de retenir, c'est que finalement, Compass, au niveau mondial, c'est le 2e restaurateur après McDonald's. Donc, c'est effectivement des chiffres qui permettent de donner un peu plus d'ordre de grandeur. Et on fait partie du top 10 des employeurs mondiaux. Au niveau de la France, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Compass, en fait, finalement, s'est installé en France par le rachat d'une société qui était à l'époque Eurest, qu'on a gardée. Eurest, c'est une entreprise qui a plus de 50 ans et qui était une émanation à l'époque de Nestlé et de Wagon-Lit. Et Compass a implanté la région française par le rachat de cette société qui était spécialisée dans l'entreprise, dans la restauration, en tout cas d'entreprise. Bien évidemment, depuis 1996, le rachat, on s'est développé. Donc maintenant, on a une présence sur le territoire avec des activités qui sont plus variées et diverses. On a 4 grands secteurs d'activité. Le secteur médico-social avec la marque Medirest. Sur ce secteur, on opère sur les cliniques, sur les hôpitaux, sur le secteur du handicap, sur les maisons de retraite. On a le secteur du scolaire avec notre marque qui est Scolarest, qui représente 20% de notre activité. Quand on parle de scolaire, on parle aussi bien de scolaire public que de scolaire privé. Et on a toujours notre segment quand même historique phare, qui est le secteur de l'entreprise, qui représente 50% de notre activité, mais qui du coup n'a plus que Eurest en marque, mais on a ajouté au portefeuille de ce secteur des marques comme Exalt et Popote, notamment sur des parties de delivery. On a un secteur d'activité événementielle qui représente quasiment 10% de notre activité. Donc, on opère sur des activités type Puy du Fou. On a l'hôtel Accor Arena, on a un certain nombre de stades, on a la Philharmonie de Paris où on avait fait effectivement le speed dating avec la Cresse. Donc voilà, donc c'est une activité qui est effectivement plutôt assimilée sur l'événementiel. Au global, sur la France, Compass, c'est 170 millions de repas qui sont servis par an. C'est 2400 établissements clients, 13 000 collaborateurs et 1,2 milliard de chiffre d'affaires qui sont générés. On a une organisation chez Compass relativement décentralisée puisque, bien évidemment, on a le maillage territorial complet sur l'ensemble de nos 2400 établissements, ce qui fait qu'on a créé des directions régionales et on a aujourd'hui en France 25 directions régionales qui permettent d'opérer au plus près de nos sites sur l'ensemble des territoires français.
Alors là, c'est un chiffre voilà, que je vais expliquer, 89%, c'est-à-dire que nous, on a une feuille de route RSE qui s'est accélérée depuis ces 2 dernières années, je dirais, qui nous a conduit à analyser et à mesurer nos émissions de gaz à effet de serre par un bilan carbone. Ce bilan carbone, on l'a effectué sur la totalité de nos activités, scope 1 et 2, et on l'a mesuré également sur le scope 3, qui sont nos activités, je dirais, indirectes. Et sans grande surprise, puisqu'on est une société de services, la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre sont liées à notre scope 3. Ce sont nos approvisionnements et donc ce sont nos achats. Ce qui fait qu'on a un très, très grand focus sur la manière de piloter nos achats aujourd'hui pour atteindre ce qui est la cible et la trajectoire qu'on se donne d'atteindre une net zéro carbone émission d'ici 2040. Cette trajectoire, et là, Cédric, ouais, c'est juste la slide d'après, cette trajectoire, on la prévoit en 2 phases. Il y a une phase qui est finalement assez court terme parce que 2030, c'est quasiment demain. Mais d'ici 2030, on a l'ambition et l'objectif d'être en net zéro sur nos émissions directes et de commencer à diminuer à moins 40% nos émissions sur notre scope 3 qui sont nos achats. Et après, on a une deuxième phase, mais qui est en continuité, bien évidemment. Donc, on se projette sur une vision à long terme en 2040, où on vise et on ambitionne un net zéro sur la totalité de nos émissions, y compris nos achats. Il est évident que pour atteindre cette trajectoire, il est important, en tout cas, de bien intégrer des plans d'action opérationnels ancrés dans le temps. Cette trajectoire, elle est très clairement portée aujourd'hui par notre programme d'engagement RSE qui s'appelle le Pacte Restaurant Demain, qui est un programme basé en tout cas sur 3 grands piliers. Et donc l'ensemble des actions qui viendront alimenter cette trajectoire net zéro carbone répondront aussi sur l'ensemble de ces piliers que sont l'inclusion. Donc inclure, quand on parle d'inclusion, c'est inclure le monde agricole, c'est d'être plus proche de nos producteurs et de nos territoires et donc de ce monde agricole. C'est passé, nous, par un engagement aussi et un partenariat auprès de la coopération agricole. Quand on parle d'inclusion, bien évidemment, on parle des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire. Et ça aboutit bien évidemment à une accélération majeure de notre feuille de route sur l'intégration des ESS dans nos achats, grâce notamment au partenariat avec la CRES et l'ESS France. Et quand on parle d'inclusion, c'est le pacte, c'est quelque chose qui est très collaboratif. On parle d'inclusion aussi de nos collaborateurs, bien sûr. Sur le pilier régénérer, tu peux laisser la slide d'avant, Cédric, si tu veux. Sur le pilier régénérer, on a une trajectoire qui va nous amener à favoriser nos achats issus d'agriculture régénératrice. On va également travailler, bien évidemment, sur de la sobriété, je dirais, énergétique. Donc, comment on arrive aussi à limiter l'utilisation de nos ressources. Ça peut passer par de l'économie circulaire. On a abordé le point tout à l'heure. Et ça passe aussi par un plan de végétalisation de nos offres. Enfin, tout ça, c'est bien, mais c'est-à-dire que derrière, il va falloir agir sur ce plan d'action. Pour agir, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, Compass, on est un prestataire de services. Le donneur d'ordre, c'est nos clients. Et donc, il va falloir aussi qu'on sensibilise nos clients, qu'on acculture à ces transitions qui nous paraissent nécessaires. Et il va falloir qu'on accompagne avec nos clients ces transitions. Pour accompagner ces transitions, ça passe par des plans aussi de formation et ça passe en premier lieu par la formation de nos collaborateurs, ce qui fait qu'il y a eu un grand plan de formation qui a été initié cette année pour former la totalité de nos collaborateurs, non seulement au précepte de la RSE, et ça a été animé en plus par une fresque du climat pour apporter quelques points en tout cas pour sensibiliser aux enjeux auxquels on fait face.
Donc cette trajectoire, elle est représentée bien évidemment par des plans d'action opérationnels qui sont crantés jusqu'à 2030 pour atteindre notre objectif. Ça passe par différents leviers, j'en ai évoqué un certain nombre. Il y a bien évidemment tout le volet formation, il y a le volet végétalisation de l'offre, il y a le volet gaspillage, comment je fais pour réduire mon gaspillage alimentaire, comment j'utilise et comment je recycle mieux mes déchets. Donc on a tout ce plan qui est décliné. C'est un plan là que vous voyez en visuel qui est très macro. Il est bien évidemment détaillé par service et notamment sur la partie achat. Alors pour faire un focus effectivement sur la partie inclusion et sur la manière dont on travaille avec les ESS, le partenariat qu'on a eu avec la CRES nous a permis déjà effectivement de diagnostiquer nos achats issus des entreprises sociales et solidaires à date. Le constat, c'est qu'on travaille d'ores et déjà avec 85 entreprises issues de l'économie sociale et solidaire et ça représente 5% de notre dépense achat. C'est un objectif bien évidemment qu'on souhaite améliorer et c'est aussi pour ça qu'on se fait accompagner de la CRES, c'est pour avoir un plan d'accompagnement, dynamiser la partie référencement auprès de ces ESS, de mieux les caractériser pour nous assurer qu'on réponde aux besoins de nos clients et de nos sites et de permettre bien évidemment de développer cette part d'ESS dans nos achats au sein de l'ensemble de nos territoires, ce qui fait qu'effectivement, on a un partenariat pour le moment pour développer 5 territoires. L'ambition, c'est de développer la totalité de nos territoires, bien sûr. Alors, la dynamique qu'on inscrit sur les ESS, c'est une dynamique qu'on souhaite inscrire sur le long terme et de manière pérenne. Globalement, les 4 grands piliers, c'est un peu ce que Cédric a présenté en préambule sur notre partenariat avec Compass, mais c'est vraiment, et je parlais de formation, c'est aussi sur ce qu'est l'écosystème des ESS au sein déjà de l'interne, de nos collaborateurs, mais aussi au sein de nos clients. Donc, c'est créer des rencontres, créer des partages avec ESS France et les différentes CRES. Ensuite, ça va être identifier, bien sûr, ce qui est fait, ce qui existe, qui répond potentiellement à nos besoins. Donc, c'est tout le travail d'identification. Et là, il y a une base de données qui est extrêmement complète au niveau des CRES et qui nous permet, nous, d'aller préqualifier en tout cas les activités sur lesquelles on souhaite développer les entreprises de l'ESS. Et enfin, il y a l'organisation de speed dating qui a très très bien fonctionné l'année dernière sur l'Île-de-France, où c'était une rencontre très fructueuse entre les achats, les entreprises qui avaient été préqualifiées pour permettre de caractériser davantage l'entreprise et vérifier que ça puisse répondre aussi à un besoin existant ou en demande, en tout cas chez nous. Et enfin, l'idée, c'est d'aboutir sur un référencement, donc la contractualisation et un plan de communication auprès de nos opérationnels pour faire connaître, dynamiser, animer aussi ces entreprises au sein de nos achats pour les valoriser sur l'ensemble de nos sites et des territoires. Voilà, Cédric, je crois que c'était la dernière slide, effectivement, sur le retour d'expérience. Merci beaucoup, Béatrice, et merci d'avoir accepté d'intervenir malgré les conditions qui n'étaient pas très simples. Donc, je vais maintenant passer la parole à Paul Roudot, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'objectif, c'était de présenter aussi concrètement une structure pour les entreprises présentes qui ne connaissent pas ou très peu l'ESS. Et voilà, donc là, on a choisi une coopérative qui est notamment dans le secteur de la transition écologique, enfin la cyclo-logistique. Je te laisse, Paul, présenter la structure et présenter aussi le lien avec les entreprises privées que vous pouvez avoir. Yes, bonjour à toutes et tous. Tu avais pu intégrer mes slides du coup ou pas? Oui, c'est bon. Elles sont là. Donc je déroule et... Parfait. Alors, Cargonaut, donc on est une coopérative de cyclo-logistique. C'est-à-dire qu'on réalise principalement des livraisons à vélo cargo exclusivement sur Paris et banlieues limitrophes.
Et c'est en gros notre activité cœur, mais on a d'autres activités que je pourrais vous détailler après. Et donc on existe depuis 2015. Donc voilà, on va fêter nos 8 ans à la fin de l'année. On compte actuellement 40 salariés. Et donc à l'origine, on s'est développé sur fonds propres, au moins sur les 4 premières années. Là, depuis 3 ans, on reçoit un peu plus d'aide de différents partenaires, notamment la ville de Paris, l'ADEME, la région Île-de-France aussi, par l'intermédiaire de l'accélérateur des économies sociales et solidaires d'HEC. Et voilà, on continue notre développement. À l'origine, on était une entreprise avec un modèle classique de SARL. Et en 2019, il y a eu une opération de rachat de l'entreprise par les salariés qui étaient motivés à ce moment-là. Et donc, on a fait une transition vers un modèle coopératif. Et donc, la SCOP, en fait, c'est un modèle d'entreprise qui induit un certain nombre de règles. Mais l'idée principale, c'est vraiment remettre les salariés au cœur du projet d'entreprise. Et donc, on a une règle ultra démocratique qui est une personne égale une voix, indépendamment du nombre de parts sociales qui peut être détenu. On a tout un cadre autour du partage du bénéfice, puisqu'on doit allouer au minimum 25% de ce bénéfice en bonus salarial. Les dividendes sont encadrés, ils ne peuvent pas excéder 33% du résultat net. Et derrière, on a d'autres éléments. Par exemple, il n'y a pas de spéculation possible sur les parts sociales. En fait, on ne peut pas faire de plus-value. Donc, on n'a aucun intérêt pour un investisseur classique qui espérerait faire une culbute sur plusieurs années en revendant ses parts par la suite. L'idée, c'est vraiment de créer des garde-fous qui empêchent les logiques de spéculation au sein de la boîte et pour in fine créer un commun qui soit transmissible facilement. Si on peut passer sur la slide suivante. Il y a eu peut-être un petit souci sur la mise en forme. Voilà, donc ça c'est un peu nos différentes activités. Donc à la base, on faisait de la livraison en vélo cargo, mais on a développé d'autres verticales d'activité autour de la logistique et du vélo cargo. Bon, c'est pas très clair avec les trucs qui se chevauchent, mais donc en complément de l'activité livraison, on a développé toute une offre de stockage et de préparation de commandes. Donc on a un entrepôt dans le 18e arrondissement qu'on exploite qui fait environ 1000 mètres carrés. On fait du stockage en sec, en froid positif. Ensuite, on utilisait des vélos cargo sur un marché qui était en train de se développer et on avait pas mal de demandes de personnes qui nous demandaient des conseils sur les vélos cargo, voir si on pouvait leur en vendre. Donc on s'est dit à un moment donné, on va lancer une activité de vente de vélos cargo, avec l'idée qu'en fait on était de bons ambassadeurs de ces véhicules-là, puisqu'on les utilisait au quotidien en leur mettant quand même pas mal de kilomètres et de poids dans la tronche, quoi. Donc on les éprouvait. Ensuite, on n'avait pas de solution qui nous convenait sur les caisses de transport, donc on s'est mis à développer nos propres caisses de transport pour le vélo cargo, et derrière, on a pu les vendre. C'est un peu la même histoire pour la maintenance. En fait, historiquement, on s'est mis à internaliser la maintenance de nos véhicules, et on avait d'autres clients qui nous demandaient si on pouvait réparer leur vélo, donc on a proposé ce service. Et enfin, on a développé un logiciel de gestion d'entreprise de cycle logistique. Donc, ça sert à créer des tournées, à fournir un portail client pour que nos clients puissent nous passer leur livraison et suivre leur livraison. On l'a développé d'abord pour notre usage. On s'est aperçu que ça marchait bien pour nous. On a eu des demandes et maintenant on le commercialise donc à nos homologues sur le territoire national. Là, ça fait 1 an qu'on le commercialise et il y a une quinzaine de boîtes en France qui l'utilisent. Et il y a une dernière activité qui commence à prendre un peu d'ampleur
depuis très récemment, et c'est une activité de conseil et de formation en cycle logistique. Donc l'activité conseil, en fait, il y a plein de publics cibles. Ça peut être à la fois des collectivités qui souhaitent mettre en place des stratégies visant à favoriser l'essor de la cyclo-logistique. Ça peut être des entreprises privées qui ont voilà, une composante logistique assez importante et qui veulent revoir un peu leur schéma organisationnel sur le dernier kilomètre. Et ça peut être des boîtes, par exemple récemment on avait la RATP qui voulait former ses mainteneurs à l'usage du vélo cargo, donc passer d'un modèle camionnette vers du vélo cargo. Et donc on les accompagnait là-dessus, principalement sur la brique formation. Sur notre activité logistique, donc, il faut se dire que, hormis notre modèle coopératif, qui fait partie intégrante de notre projet et qui est super important, on est une entreprise tout à fait classique. Mais cela dit, avec des spécificités qui sont liées, à mon sens, au modèle coopératif et qui nous permet en fait de générer une adhésion très forte des salariés au projet et donc au succès de l'entreprise en fait. Donc, grâce à ça, on a une équipe de salariés, de livreurs qui sont très bien formés. On a un turnover très faible qui est 5 fois inférieur à celui du secteur du transport. Des salariés qui sont impliqués dans la réussite de la boîte et donc à la satisfaction de nos clients. Ce qui nous permet aussi d'assurer des prestations assez complexes avec un niveau de personnalisation assez élevé. On a un service client qui est humain et des dispatchers, donc ceux qui créent les tournées, qui sont des humains aussi. On utilise très peu d'algorithmes, plutôt des outils d'aide à la décision. Mais donc en fait, quand un client rencontre un souci sur sa livraison ou a une question, il appelle le standard et en fait la personne qui répond, c'est la personne qui est au cœur du bureau exploitation, qui est dans le bureau dispatch et donc qui est capable de répondre aux clients très rapidement et de fournir une réponse à très court, avec un très court délai, avec un très court délai et une réponse pertinente. On a cet entrepôt donc dans Paris Intramuros avec une zone de stockage en chambre froide. Et enfin, on a une équipe technique, donc des développeurs et un responsable de l'amélioration continue qui nous permettent de créer des solutions, des process qui permettent de lever des freins en interne, de créer des nouvelles interfaces clients. Je prends un exemple. Par exemple, on avait monté un projet avec Ikea, donc ils voulaient faire de la livraison en sortie de caisse depuis leur magasin de la Madeleine. Et donc, on a créé un outil qui était sur tablette dans le magasin Ikea et qui permettait aux clients de commander une livraison. Et donc, on avait lié cet outil de prise de commande en sortie de caisse à notre logiciel. Et voilà, pour vous présenter un peu les différents clients qu'on peut avoir sur notre activité logistique. Alors, contrairement à une croyance assez répandue, nous, on fait très peu de e-commerce et très peu de livraison aux particuliers. On a des homologues qui en font pas mal. Hein. On a des homologues qui travaillent beaucoup avec Amazon, par exemple. Nous, on livre le B2C, donc la livraison aux particuliers, c'est peut-être 15% de notre activité actuellement. Notre vrai cœur d'activité sur la livraison, c'est les professionnels et principalement les restaurants. Donc, on va travailler avec des acteurs comme Initial. Donc là, c'est des services d'hygiène aux entreprises. Avec Initial, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on va livrer du linge propre pour les restaurants, des nappes, des torchons, des tapis. Et quand on va livrer ce linge propre, on va récupérer du linge sale en retour qu'on va consolider dans notre local. Avec Erin Industrie, là, c'est des produits de nettoyage. Ah, est-ce que tu peux revenir simplement sur la slide suivante, pardon. Et voilà, et ensuite on a beaucoup d'alimentaires. Donc voilà, on a Yumi, c'est des jus de fruits, des jus de légumes. Petrosian, c'est du caviar. Et principalement de l'alimentaire à haute valeur ajoutée. Voilà. Et donc le choix de la coopérative, il nous est apparu pertinent pour un certain nombre de raisons que j'avais commencé à énoncer au début. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît.
Donc là, il y a à la fois des éléments, je veux dire, le cadre normatif de la coopérative, mais aussi des spécificités qui sont liées à notre projet d'entreprise. Donc chez nous, en fait, on a une politique salariale qui est assez, avec des écarts très réduits. Donc on a un coefficient de 1,7 entre le plus bas salaire et le plus élevé. Notre grille salariale, elle est totalement transparente. Elle se base sur des critères objectifs de compétences, d'ancienneté et d'impact au sein de l'entreprise. En fait, il n'y a pas de négociation salariale chez nous. Si un salarié correspond aux critères de passage à un échelon, il y passe. D'ailleurs, ça ne se fait pas sur demande du salarié. En général, c'est quasi automatique et c'est la personne chargée du RH qui gère ça. Mais on a très peu de sujets là-dessus. D'ailleurs, la semaine prochaine, on entame un nouveau cycle de réflexion sur notre modèle de rémunération pour qu'il soit encore plus clair. On a un système de promotion interne qui fait qu'on recrute on fait très peu de recrutement fléché. En fait, dans 90% des cas, on fait de la promotion interne. Donc, on recrute à la base des livreurs et des livreuses. D'ailleurs, tout le monde livre dans la boîte, y compris les fonctions support, et y compris moi en tant que gérant. Je fais une demi-journée de livraison par semaine. Et donc, en fait, tout le monde rentre en tant que livreur ou livreuse. Et derrière, monte au sein de l'entreprise et est accompagné dans sa montée en compétences et en responsabilité. On a une frontière dirigeant-dirigé qui tend à s'estomper. En tout cas, on essaye de casser le plafond de verre qui existe traditionnellement entre les deux. Et donc, ce que je disais au début, c'est qu'on a des salariés qui sont beaucoup plus impliqués dans le projet d'entreprise. Et j'avais mis à côté la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que nos salariés, en fait, en général, ne sont pas du tout dans une recherche simple, je dirais, de besoins physiologiques. Donc, comment je paye mon loyer à la fin du mois, comment je mange. Évidemment, c'est un sujet. Hein, et la rémunération, c'est toujours un sujet. Mais on est quand même plutôt sur le haut de la pyramide, avec des besoins d'appartenance, des besoins d'accomplissement de soi. Et la plupart de nos salariés, en fait, viennent dans la boîte pour le projet coopératif avant toute chose. Voilà. Et donc, on a aussi une plus grande adaptabilité, une plus grande facilité à absorber les paliers de croissance du fait de ce lien de confiance, en fait, qui existe au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, quand on a des coups durs, la perte d'un gros client, des difficultés de trésorerie, on est capable de fournir une réponse collective qui est très efficace globalement. Voilà. Merci beaucoup, merci Paul pour cette présentation. Je pense que c'est très clair le fonctionnement du coopérative et c'est vrai qu'on a voulu montrer une coopérative, parce qu'on a tendance à penser les achats responsables, notamment par le prisme de l'insertion, des structures d'insertion et du handicap. Et je pense que c'est bien aussi de montrer l'étendue des structures de l'ESS, donc là, une coopérative qui est impliquée dans la transition écologique. Donc on a dépassé un tout petit peu le temps du webinaire, donc merci à tous les participants et tous les intervenants. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à le signaler maintenant. En levant la main, sinon je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire qui était très complet. Je vois pas de main levée, donc je pense que c'était assez clair. Merci à tous et très bonne fin de journée et je vous enverrai prochainement donc, la présentation pour celles qui veulent avoir tous les détails. Merci, au revoir. Merci, au revoir.